L'année du zapping, c'est parti. Pas nouveau, mais que j'ai réussi maintenant à formuler pour moi-même. J'ai soif de l'avenir. J'ai soif d'un avenir qui soit débarrassé de ce poison qu'est VIH. Pour les gens jeunes, le discours globalement, c'est certainement pas le sexe au service du sexe, mais le sexe au service de l'amour. Et je peux vous dire qu'ils sont tout à fait... il est en train de convulser. Attendez. On va l'aider, voilà, on se calme. Allez. Ah mais c'est bien. Il faut l'allonger, voilà. Je vais, voilà. On l'allonge comme ça, voilà. On va enchaîner, bien sûr. C'est un moment qui est très difficile et il faut ni essayer de l'évacuer, ni essayer J'arrive pas à trouver les mots parce que je suis très ému et je le dis franchement. Je crois que c'est le moment d'arrêter cette émission pour ne pas sombrer dans quelque chose qui serait un petit peu indécent. Mais sur ce sujet, je vous promets qu'on fera d'autres émissions pour essayer de vous apporter le plus d'éléments possible pour que votre vie soit heureuse. Voilà, merci, bonsoir et à bientôt. Si l'on est un être humain qui se respecte, on n'a pas le droit d'exclure qui que ce soit. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et on n'a pas le droit d'exclure. Longtemps en mémoire, nous l'ont dit, nous l'ont téléphoné. Sa bouche était pleine de mots d'espoir, de mots de vie. Je vais vous décrire les derniers moments de son univers tels que ses proches nous l'ont téléphoné ces jours-ci. C'est un manuscrit, c'est une plante verte, je crois qu'il venait d'acquérir. Ce sont 2 animaux de compagnie dans son appartement et la proximité chaleureuse de quelques amis qui ne l'ont pas quitté et d'une partie de sa famille. C'est ainsi qu'il s'est éteint, paisiblement nous a-t-on dit, en nous priant de vous le transmettre. Avec gravité, mais aussi avec la légèreté, une sorte de flamme qu'il avait témoigné, nous voudrions vous faire revivre son image et surtout ce qu'il a dit, sa pensée, son image de la vie. Écoutez ce qu'il nous disait en parlant de son flamboyant livre, un de ses livres, qui s'appelle Cargovie, allant jusqu'à refuser le qualificatif d'écrivain, Pascal Dedive. Non, enfin bon, j'aime pas tellement ce terme. Je suis quelqu'un qui est poussé à l'écriture par une espèce de force, qui est une force vitale, force de vie. C'est ça qui m'a fait vivre pendant plusieurs années, c'est-à-dire le fait d'écrire, d'avoir écrit et d'être destiné à écrire encore des choses. Et croyez-moi, vous aurez encore des choses de moi parce que je n'ai pas le temps de mourir actuellement. Pour être clair avec les gens, je suis malade, je suis soi-disant en phase, entre guillemets, grand guillemets, terminale du syndrome d'immunodéficience acquise. Toutefois, je suis bien là et je dis bonjour papa, bonjour maman. Parce que cette émission est en direct, je suis ému et heureux d'être là, mais avant tout, je veux être un témoin vivant. Je veux montrer à mes camarades d'infortune qu'il est possible de tenir tête à cette espèce de saloperie. Une fois qu'on est atteint, on n'est pas réellement atteint. On ne le sera que dans une certaine mesure où on le veut bien. Et deuxièmement, tout dépend de l'organisme individuel. Ouais. Pascal Dedive, est-ce que vous savez quand et comment vous avez été contaminé? Je veux dire, est-ce que c'est du fait d'une imprudence que nous sommes dans le cadre, au fond, de quelque chose où votre exemple a un poids énorme? Oui, je n'ai pas à employer un vocabulaire judiciaire, donc je ne dis pas « j'avoue », je dis « c'est vrai ». Et solennellement, je m'adresse à tous les gens qui sont derrière la petite lucarne magique, solennellement, je voudrais leur dire « au nom de tous ceux qui sont morts d'aimer, au nom de tous ceux qui ne sont pas morts d'aimer, mais qui sont morts parce que la vie a fait qu'ils ont eu un accident et qu'on leur a transfusé du sang, au nom de cela et au nom de tous les autres, je me sens habilité à demander, par respect pour ces gens-là, je me sens habilité à demander aux gens qui regardent la télévision ce soir de réfléchir, d'être prudents. C'est une notion, enfin, pour moi, c'est élémentaire, c'est un respect élémentaire qu'il faut avoir. Moi, je veux bien encore faire partie de ce que l'on appelle déjà, et de ce qu'on continuera dans l'histoire à appeler sans doute, la génération sacrifiée. Bon, je ne suis pas du tout défaitiste, et je ne pense pas que je vais mourir demain. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mourir demain. On verra ça plus tard. Ce luxe, je ne me le permets pas maintenant. Mais je veux bien encore faire partie de ceux qui
moralement, ont le droit de parler comme je parle, parce que moralement, j'ai le droit de dire ce que je dis, parce que tous les chiffres objectifs l'attestent, je suis soi-disant en phase terminale du sida. D'ailleurs, j'ai un œdème au cerveau, et je serais déjà intervenu avant si mon cerveau était encore en tout bon état. Mais bon, vous voyez, ça va encore plutôt bien, mais si je bafouille, c'est pas parce que j'aurais bu ou parce que j'aurais fumé trop. D'ailleurs, je signale que j'ai arrêté définitivement, un beau jour, et c'est le cas de le dire, de fumer et de boire, alors que la cigarette et la boisson étaient très souvent auparavant pour moi des échappatoires qui tombaient, ah bah tiens, bien à pic, lorsque je me posais ou j'étais confronté à des questions dérangeantes. J'ai arrêté. Et c'est possible aussi ça, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. Vous devenez un héros pour les autres et pour vous-même, vous êtes simplement en conformité avec ce que vous pensez. On choisit la vie ou la mort. Pascal de Duve, pas d'autres commentaires puisqu'il nous avait aidé à préparer l'émission que vous venez. Bonsoir à tous. Il y a des moments dans la vie où soudainement tout bascule, un drame, un changement brusque et l'on se retrouve face à l'épreuve le plus souvent très transformé. C'est ce qui est arrivé à un très grand nombre d'hommes et de femmes qui se trouvent ici à mes côtés. L'épreuve ultime, c'est le combat qu'est en train de mener contre le sida un auteur qui s'appelle Pascal de Duve, dont nous avions beaucoup parlé lors de son premier livre qui s'appelle ISO et qui là vient de faire un voyage sur un cargo. Il s'est embarqué pendant près d'un mois et il en tire une sorte de journal de bord, un livre de bord. Et on pense obligatoirement à Hervé Guibert, à qui nous rendrons hommage dans cette émission. Un grand que nous avions salué il y a 3 ans pour son premier livre qui s'appelait ISO. Et vous allez voir les images que l'on montrait de lui à l'époque où il était professeur de philosophie. C'est un garçon qui s'appelle Pascal de Duve, il a 28 ans, il parle couramment le russe, le chinois, l'arabe, et donc il avait publié ce premier roman qui a vraiment été accueilli à bras ouverts par toute la critique. On peut dire vraiment que vous avez été gâtés. Hein. Et puis, vous voilà aujourd'hui pour un deuxième livre, qui n'est plus un roman, qui est un récit, qui est le récit des 28 jours que vous avez passés sur un cargo, et qui est aussi le récit du combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, puisque vous le dites... Notamment. Notamment. Il n'y a pas que ça, c'est sûr. Mais vous le dites dès les premières pages, vous êtes atteint du sida, vous l'avez appris peu de temps après d'ailleurs la publication de ce premier livre, et puis vous avez décidé un jour de vous embarquer sur un cargo, un bananier, pour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, est-ce que c'était pour fuir, est-ce que c'était pour découvrir quelque chose? C'était certainement pas pour fuir, c'était pour me découvrir. C'était, enfin je considérais ce voyage, pardon parce que mon élocution n'est pas très bonne, j'atteins un cerveau donc c'est parfois difficile de parler. C'était pour moi un voyage que je voulais initiatique. Je voulais vraiment parvenir à admirer l'être dans sa pureté. Parce que moi, je trouve que c'est magnifique d'être en train d'être. Je trouve que c'est splendide. Et évidemment, quand on m'a dit qu'il ne pardonne pas, dont on ne se remet pas, cette vie devient soudainement tellement plus intense, et ça rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit. Je veux dire, ce que je souhaite le moins aux gens, c'est d'avoir un dernier sursaut d'horreur sur leur lit de mort en me disant mais j'ai vécu, mais j'ai pas vécu.
Et moi, j'essaie, et je suis toujours émerveillé par la musique que j'écoute, par le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, tout ça, c'est tellement beau. Et nous sommes au milieu, au cœur d'un miracle permanent. Et ça, je crois que, bon, ce n'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Et c'est peut-être dommage de devoir arriver à cette intensité-là par le biais d'une épreuve telle que le syndrome d'immunodéficience acquis, mais bon, ça m'est tombé dessus. Alors, je vous assure, tous les jours, je mets mes gants de boxe et je me bats, parce que maintenant, ma vie, elle est splendide, quelque part. Je dis quelque part, et ça peut choquer, mais bon, j'ai le droit, j'estime, de le dire. Je dis, Sida, mon amour, je t'adore autant que je t'abhorre. Parce que c'est vrai que cette maladie est à la fois une grâce et une horreur. Alors, vous dites que c'est une maladie qui ne pardonne pas. Visiblement, vous n'avez pas pardonné à votre compagnon qui vous a quitté, et vous en parlez souvent dans ce livre. En revanche, vous pardonnez presque à la maladie. Et vous allez voir, peut-être que vous ne l'aviez pas vu cette émission, mais quand Hervé Guibert était venu dans Ex Libris, il disait pratiquement la même chose que vous. Et puis à un moment donné, il a montré comment il avait voulu expulser la maladie de lui, et qu'à un moment donné, il s'était pris à l'aimer. On va le réécouter. Je crois que j'ai aimé à un moment ce virus. Enfin, je crois que je l'ai aimé pas parce qu'il me détruisait, mais parce qu'il m'a transformé vraiment. Il m'a fait faire un bond. Enfin, mais maintenant, j'ai envie de le jeter. Si je pouvais l'arracher comme ça hors de moi, et le jeter vraiment. C'est fini, c'est ras-le-bol, que ça s'arrête, quoi, qu'on trouve quelque chose, que les gens s'en sortent, enfin vraiment. Pascal, vous trouvez que la plupart des gens parlent mal du sida? Ils en parlent mal parce qu'ils ne savent pas grand-chose. On est quand même très peu informés. Et de toute façon, les médecins eux-mêmes ne savent plus très bien où ils en sont. Ceci étant, moi je veux ici maintenant profiter de cette occasion exceptionnelle pour lancer ce cri. Bon, moi je sais que pour moi c'est trop tard, c'est fini. Mais, enfin c'est fini, non, parce qu'il y a ce quotidien qui est devenu extraordinaire. Mais, et donc c'est frappant de voir arriver Guibert, que je n'ai ni lu ni vu à votre émission. C'est frappant, je me reconnais tout à fait dans ce qu'il dit, sauf peut-être dans ce désir de refoulement, de rejet qu'il a à un certain moment, vers la fin. Non, moi, pour ça, je suis résigné, mais je veux profiter de l'intensité. C'est le prix, le sida est le prix que je paie pour une vie qui est devenue formidable, encore plus qu'elle n'était avant. Comme j'étais professeur de philosophie, c'était mon métier de parler à des adolescents. Des autres, oui, sur l'existence. Et j'étais très heureux d'être professeur parce que je m'adressais à un public d'adolescents qui était à une époque, à un moment charnière de leur vie. Un moment où ils avaient à faire des choix d'études, etc., bon, de vocation éventuellement. Et ça m'a enchanté de pouvoir, ne fût-ce que voir quelques visages s'illuminer, quelques oreilles se tendre, parce que bon, j'ai pas toujours eu des élèves très faciles. Et puis au début, on me prenait pour un élève et on m'a même interdit l'accès à la salle des profs. Bah, aujourd'hui encore, hein, c'est vrai que vous faites très 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 jeune homme. Et ce qui est formidable dans votre livre, je crois que vous l'avez beaucoup aimé, hein, Guy Mathé, bon, c'est le mot vie, bien sûr, parce que car vos vies, vous avez tenu à ça. Oui, ça c'est ma religion, sa vie. Et la vie au jour le jour, vous la prenez chaque matin. Le plus possible. Le plus possible.
et puis ce que je trouve magnifique dans ce livre, c'est qu'on retrouve cette idée que toute cure de souffrance est une cure d'ambiguïté, c'est-à-dire que l'être souffrant, c'est pas forcément le dépouillement, c'est vraiment une formidable prolifération de vie qu'on retrouve, et ça je trouve que c'en est une illustration. Et puis aussi cette idée que c'est peut-être d'avoir exploré les frontières, après avoir exploré les frontières de la vie, qu'on en connaît mieux le prix. Et il y a quelques pages aussi sur la solitude. Vous dites à un moment donné, parfois la solitude de ma solitude est vertigineuse, elle confine à l'autisme. C'est vrai, parce que sur ce bateau qui était finalement un microcosme isolé en plein océan, il y avait très peu de passagers. Vous avez oui, il y avait très peu de passagers. Je n'ai absolument pas voulu faire une croisière, c'est pas mon genre. Ça, absolument pas. D'ailleurs, en rade de Fort-de-France, il y avait en face de notre vieux Rafio, je m'excuse pour le capitaine. Il y avait le Monarch de Seas. Oui, il y avait le Monarch of the Seas en face de nous, qui ressemblait au paquebot de Rastapopoulos dans Copperstock. Et on voyait les bourgeois se promener donc, sur le pont, et les cravates se soulevaient, et les jupes frissonnaient dans le vent. Et alors, bon, à ce moment-là, je me suis dit que j'étais heureux sur mon cargo. Sur votre bananier. Voilà, sur mon bananier. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu être asocial, mais j'ai voulu tout de même vivre ce voyage très en solitaire, en notant mes impressions et tout ce qui me passait par la tête, et certainement pas en vue d'une publication. Oui, d'ailleurs, ça date de l'été, en effet, de juin, mai-juin, et puis vous publiez seulement maintenant, donc visiblement, vous avez un petit peu réfléchi avant de le faire. Oui, parce que d'ailleurs, je le dis vers la fin du livre, cher et très hypothétique lecteur, parce que c'est fini, alors après cette émission, il n'y en a plus d'hypothétiques, il y en aura des vrais, ça je peux vous dire. Je peux vous le garantir. Plus il y en aura, mieux ça sera, parce que j'essaie de transmettre une émotion, et je voudrais aussi lancer un message à mes frères et sœurs d'infortune. Ouvrez-vous à la vie qui vous reste. Faites-en. Bon, vous carburez, et malheureusement, vous carburez plus rapidement que d'autres. Mais d'une façon qui peut être tellement plus belle encore. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Cargo Vie, qui est un livre qui ressemble à son auteur, avec son intelligence, ses formules et sa vie. On va se retrouver dans quelques instants avec 3 autres livres, donc celui de Catherine Clément, celui de Caroline Alizachev et celui de Jacques Lullois. A tout de suite.